Bonjour à tous, alors je vous propose aujourd'hui pour ce cours du jeudi 30 avril de continuer finalement le chapitre 7 sur l'étude d'un solide en rotation autour d'un axe fixe. Alors rappelez-vous, on a posé le modèle du solide indéformable, on a n points matériels émis de masse émis situés à distance constante les uns des autres. Retenez le cas ici de la boule de billard, sachant ensuite distinguer les mouvements de translation, d'accord, où tous les points du solide en translation ont la même vitesse, ont le même vecteur vitesse, celui du centre de masse. Centre de masse défini par cette relation vectorielle là, qui vous donne ici le vecteur position OG repérant le centre de masse, le point G. Et sachez également que tout mouvement de translation s'étudie grâce au théorème du centre de masse, où faites attention, dans le membre de gauche, vous allez dériver le vecteur quantité de mouvement du solide S indéformable en translation. Dans le membre de droite, vous aurez la masse S du solide fois l'accélération du point G. D'accord? Égale la somme des forces extérieures s'appliquant sur ce solide. Sachant ensuite également distinguer les translations rectilignes des translations circulaires. D'accord? Ensuite, on a mis en évidence également le mouvement de rotation d'un solide. Il faut que chaque point du solide adopte une trajectoire circulaire autour de son projeté orthogonal, HI sur l'axe de rotation delta. Donc ça met en évidence en fait cette distance RI, sa distance du point MI à l'axe de rotation. D'accord? Où tous les points MI ont la même vitesse angulaire de rotation. Donc dans le cours, on a noté θ.i égale θ, tout simplement. D'accord? Voilà. Et l'étude du mouvement d'un solide en rotation autour d'un axe fixe delta s'étudie quant à lui grâce au théorème du moment cinétique scalaire, où on va dériver par rapport au temps. Vous voyez à gauche une grandeur scalaire, c'est le moment cinétique par rapport à l'axe delta fixe orienté du solide S indéformable. D'accord? Ensuite, il faut être capable de retrouver dans une démonstration de cours l'expression de ce moment cinétique scalaire. D'accord? Donc on a fait ensemble la démo mardi après-midi, d'accord, grâce à cette étude, grâce à ce schéma, ce modèle, d'accord, pour aboutir, vous voyez, je passe très rapidement, ici au fait que ce moment cinétique scalaire, il est bien proportionnel à la vitesse angulaire de rotation. Le coefficient de proportionnalité est strictement positif, c'est le moment d'inertie du solide par rapport à l'axe delta, somme sur I des MI RI carré, d'accord, qui s'exprime en kilogrammes mètre carré. Quelques données pour des solides homogènes, ça sera toujours donné dans les exos ou les sujets, d'accord. Voilà, donc ça nous a permis de réécrire le thème C scalaire, vous voyez, donc ça se réduit finalement à J delta, vous voyez, on fera ça, J delta θ point point, égale somme sur I des M delta, des forces extérieures, d'accord, voilà. On s'est également attardé sur les analogies entre les translations et rotations d'un solide S, d'accord, voilà, pour faire le point sur ces deux types de mouvements que l'on peut étudier séparément ou que l'on peut combiner en exo-TD, par exemple. On avait également, on avait bien avancé, on avait également estimé le moment du poids d'un solide indéformable. On avait montré finalement que le poids ici d'un solide S s'applique effectivement au centre de masse G, d'accord, voilà. Et on avait terminé sur ça, couple de force et liaison pivot. On avait défini un couple de force. D'accord, c'est un système de force dont la résultante F est nulle. Première condition. Seconde condition, il faut que le moment résultant en un point soit non nul. D'accord, voilà. Et on a fait trois exemples ici qui permettaient de mettre en nuance la notion de couple. Seul le troisième cas de figure ici correspondait à un couple de force, dans la mesure où la résultante F1 plus F2 vectoriellement est égal au vecteur nul, mais également le couple, donc c'est un abus de langage, le couple c'est le moment résultant du couple de force, ici ce couple ici est non nul, d'ailleurs j'ai oublié le vecteur nul ici, en effet, il y a un vecteur nul ici qui apparaît, d'accord, voilà. Ça, c'était pour le cinquième temps, et on avait également introduit la notion de couple moteur et de couple résistant dans cette partie, d'accord, en lien avec voilà cette notion de couple gamma, que j'ai noté le gamma majuscule, où on s'intéressait à un couple de force de moment résultant gamma non nul. Donc là, on étudie le signe de gamma pour savoir si la rotation du solide est accélérée ou freinée. D'accord? Ok. Dernière partie en fait ici de cette étude sur finalement les moments de force, les couples de force, pardon. C'est la notion de liaison pivot. Allez, on reprend ensemble. Et ensuite, on fait un petit exo quand même pour couper ce cours qui est assez long dans un premier temps. D'accord?
Alors, notion de liaison pivot que vous connaissez, je pense, vous l'avez déjà rencontré en ici, et même dans ceux qui font du vélo, hein, sachez que dans les vélos, il y en a une dizaine de liaisons pivots. D'accord? Alors, définition d'une liaison pivot. C'est quoi une liaison pivot? Bah, sachez qu'une liaison pivot, c'est une liaison entre deux solides en rotation, l'un par rapport à l'autre, d'accord, sans translation possible. Donc on va retenir ça, définition assez simple. Donc on va noter, vous voyez, ouais, une liaison, j'écris un peu plus grand, pivot, une liaison pivot, ouais, est une liaison, voilà, entre deux solides en rotation. Ouais, c'est visible. Ouais. L'un par rapport à l'autre. L'un par rapport à l'autre. Sans translation possible. Voilà, on va bloquer toute translation. Une liaison pivot n'autorise qu'une rotation entre deux solides. D'accord? Voilà, donc sans translation possible. Et vous savez également, dans le référentiel d'études, donc dans le référentiel d'études, le solide fixe, il est appelé stator. Le solide fixe est appelé, alors ça, il faut quand même le retenir, hein, d'accord, le stator, alors que le solide mobile est appelé rotor. Voilà. Alors en pratique, d'accord, pour bloquer toute translation, on va réaliser des butées. Par exemple, quand on va emboîter deux cylindres l'un dans l'autre, de scène de même axe, on va réaliser des butées pour empêcher toute translation. Allez, je vais tenter de faire un schéma ici qui va représenter la liaison pivot au niveau des actions. En fait, je veux représenter des actions radiales et tangentielles, d'accord, entre rotor et stator. Alors, je vais représenter ici de manière centrale un rotor. Donc, on va représenter ici un rotor, d'accord, voilà, comme ceci. Hop, hop. Hop. Donc schématiquement, d'accord, schématiquement, en plus ma feuille bouge en même temps, ça peut être évident pour vous. Voilà. Alors ça, cela représente schématiquement le rotor. D'accord? Le rotor, donc le solide mobile, en rotation autour d'un axe. Ouais, je prends l'axe de rotation ici, delta. Voici cet axe de rotation delta. Comme ceci. Voici mon rotor. D'accord? Voilà, donc en mouvement, voilà, de rotation autour de cet axe delta. Et en fait, ce qu'il faut savoir, on va le noter à l'écrit après quand même, hein. Je dis à l'oral, mais on va le noter. Au niveau de chaque liaison pivot, en fait, le stator, ici, va exercer sur le rotor des forces pour le maintenir en place. Et surtout, donc, il faut bloquer ce rotor, hein, éviter toute translation. Donc, il faut qu'il n'y ait que de la rotation, pas de translation. Donc il faut qu'il y ait un stator qui va maintenir en place le rotor et qui va permettre sa rotation autour de l'axe delta. Donc je vais représenter dans un second temps, vous voyez, un stator. Donc le stator, je le symbolise ici en rouge. D'accord, j'essaie de faire ça à la règle pour que ce soit propre. D'accord. Voilà. Voilà. Ici, alors on essaye de faire quelque chose voilà, d'assez soigné après. Voilà, on va descendre un tout petit peu. Comme ceci, voilà. Ouais, ça ressemble à quelque chose. Ça ressemble à quelque chose, on va dire. Et ça, c'est le stator. D'accord, donc symétriquement, pareil, je passe de l'autre côté. Voilà. Alors, j'essaye de prendre les mêmes dimensions. Voilà, comme ceci. Là, j'ai pris un peu plus large. Hop, ici. Tac. Hop, je viens ici et je viens ici. Bon, ça va. D'accord, donc voici le stator, ici, fixe, dans le référentiel d'études. Alors ce que je dis à l'oral, je vais le noter ici à droite, d'accord. Donc ça permettra de rattraper éventuellement le retard que vous avez sur le schéma. Donc je le note ici, je prends le temps, au niveau de chaque liaison
pivot, au niveau de chaque liaison pivot, le stator, ouais, j'avais dit ça, le stator, en fait, il exerce des forces radiales. Donc le stator exerce sur le rotor, voilà, des forces radiales. Voilà, donc c'est le stator qui exerce sur le rotor des forces radiales. Alors, pour deux choses. La première, pour le maintenir en place. Voilà. Pour le maintenir en place, primo. Secondo, permettre, voilà, sa rotation autour, ici, de l'axe delta. Voilà. Et on revient à la définition d'une liaison pivot. Hein. D'accord. Une liaison entre deux solides en rotation, stator-rotor, l'un par rapport à l'autre, en bloquant toute translation. Bon. Alors, ce sont des forces de contact exercées par le stator sur le rotor. Ces forces de contact, on va le noter, elles seront normales aux surfaces de contact et vont couper l'axe de rotation. D'accord? Donc ça, on va le noter en dessous. Ces forces sont des forces de contact exercées par le stator sur le rotor. Elles sont radiales, donc force de contact radiale. Elles sont normales. Voilà. Elles sont normales aux surfaces de contact. Elles sont normales aux surfaces de contact. Et surtout, voilà, on va faire un schéma en dessous, un schéma ici. La situation, une vue en coupe, pardon. Ces forces de contact, elles vont couper l'axe de rotation delta. Alors ça, c'est important. Voilà, coupe l'axe de rotation delta. Oups. Bon. Alors, si on fait un bilan en dessous de ce schéma, voilà, le bilan des forces radiales de contact. Si on fait un bilan des forces radiales de contact exercées par le stator sur le rotor. Alors, si je fais une vue en coupe, ensuite, là, ça devrait aller. Vue en coupe, on y va. Voilà. Donc là, on suppose une géométrie cylindrique. D'accord? Voilà. Je vais prendre voilà, le point O. D'accord? Ici. Donc ça peut être un point ici, hein, une origine en fait qui va porter le vecteur unitaire au delta. Et surtout, ça va me donner finalement le point par lequel va passer l'axe ici de rotation delta. Donc là, arbitrairement, vous voyez, voilà, je peux le faire pointer vers vous, comme ceci. Et en fait, je vais représenter ici en vert les actions de contact exercées par le stator sur le rotor. Ben, elles sont exercées du stator vers le rotor et elles coupent l'axe de rotation. Vous voyez, comme ceci en vert. Voilà. Je représente 4. Hein. 4 forces de contact radiales. Elles sont normales aux surfaces de contact localement considérées. D'accord? Et elles coupent l'axe de rotation. D'accord? Donc là en vert, j'ai représenté ici les forces radiales de contact. Ici, voilà, en vert. Hein. Force radiale de contact. Ici, j'en représente 4. C'est-à-dire que là, si ces forces de contact coupent l'axe de rotation delta, bah, le moment résultant par rapport à cet axe de ces forces de contact sera nul. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que le moment résultant par rapport, donc c'est un moment qui est résultant, bien sûr j'ai pris que 4 forces radiales de contact, mais là c'est un moment résultant par rapport à l'axe de rotation delta, donc ce sera un moment scalaire, des forces de contact radiales, des forces de contact radiales et nul. Le moment résultant par rapport à l'axe de rotation delta des forces de contact radiales est nul. Voilà.
Ensuite, il y a deux cas envisagés. Ouais. Est-ce qu'il faut prendre en compte les frottements ou non? Alors les frottements secs, attention, ce sont les frottements secs. Parce qu'il faut savoir que s'il y a des frottements, le stateur, en plus d'exercer des forces radiales de contact pour maintenir et permettre la rotation du rotor autour de delta, bah, le stateur va également exercer des forces non plus radiales, mais cette fois-ci des forces tangentielles opposées au vecteur vitesse en chaque point du rotor. Donc là, il y aura des forces de contact, des forces de frottement, et donc des forces qui seront non plus radiales mais tangentielles. D'accord? Donc là, il y a deux cas envisagés. Donc je passe à la suite. En effet, donc là, deux cas de figure, deux cas envisagés. Donc ça, c'est le l'énoncé qui va vous le donner. D'accord? Deux cas ici à envisager pour la suite. En effet, premier cas de figure, le plus défavorable, premier cas, si les frottements secs ne sont pas négligeables. Donc là, on vous dira clairement dans l'énoncé, on prendra en compte un couple résistant. D'accord? Donc si les frottements secs ne sont pas négligeables, on va noter ce que j'ai dit à l'oral, le stator, ici, exerce en plus, attention, en plus des forces radiales de contact qui sont normales aux surfaces de contact. Donc, le stator exerce en plus des forces radiales de contact des forces tangentielles. Donc, c'est du frottement sec. Des forces tangentielles opposées au vecteur vitesse instantané en chaque point du rotor. En chaque point du rotor. Donc la même chose, on a fait un bilan des forces radiales de contact. Là, on va effectuer un bilan des forces tangentielles de frottement. Bilan des forces tangentielles de frottement. Donc on va reprendre la même vue en coupe. D'accord, géométrie sur une géométrie cylindrique. Plus simple ici. Voilà, le point O. Et je vais placer, voilà, donc la rotation. D'accord, ici, donc le vecteur vitesse. Je vais passer 4 vecteurs vitesse instantanés. D'accord. Un là. 4 points. Donc 1, 2, 3 et 4. Voilà. 4 vecteurs vitesse ici en 4 points. Pour avoir une rotation ici dans le sens trigonométrique. Et je vais représenter ici les forces de frottement, les forces tangentielles, qui sont en fait opposées à chaque vecteur vitesse. Donc je vais ici représenter, voilà, 1, 2, alors très schématiquement, là je passe rapidement, 3 et 4, voilà, pour représenter les actions tangentielles de frottement. Ok. Alors, là, si ces forces de frottement F sont uniformément réparties sur toute la surface de contact, d'accord, dans ce cas-là, la résultante est nulle. D'accord. Donc ça, on peut le noter. Si les forces de frottement sont uniformément réparties, voilà, ce serait le cas par exemple ici, d'accord, où j'en ai mis 4, 2 ici, 2 là, d'accord, donc si elles sont uniformément réparties sur la surface de contact, alors leur résultante est nulle. Donc c'est une somme vectorielle de toutes les forces. Hein. La résultante est nulle. Ok. La résultante est nulle. Par contre, le moment en haut ne l'est pas. Par contre, leur moment
résultant, ici, par rapport au point O, lui, ne l'est pas. Ça signifie que finalement, on a un couple, en fait, ici, on a un couple, un système de force qui modélise un couple de force, et en fait, on aura un moment non nul. Et ce moment est appelé couple résistant. D'accord? Donc, il apparaît un moment des forces. Donc là, la résultante est nulle, la résultante des forces est nulle. Donc d'un point de vue action mécanique, si la résultante des forces est nulle, là on va considérer le moment des forces de frottement. Donc moment des forces de frottement du stator sur le rotor, ici constitue, voilà, un couple résistant. Un couple résistant gamma. Voilà. Notez gamma, majuscule. Couple résistant gamma négatif. D'accord? Alors, on va le voir tout de suite après en exo. Cette année, on va prendre par exemple, d'accord, même dans les exos de TD, dans les cas linéaires très simples, on va prendre un couple de frottement, vous voyez, de la forme gamma moins alpha θ point, avec alpha positif. D'accord? Ça doit vous rappeler quelque chose. D'accord? Là, en fait, ici, d'accord, on a un couple de frottement, ici, hein, qui va modéliser l'action mécanique exercée par le stator sur le rotor. On a un couple résistant qui, vous voyez, est proportionnel à la vitesse angulaire de rotation. Plus la vitesse angulaire de rotation est importante, plus le gamma sera important en valeur absolue. Le moins traduit qu'il s'agit bien des forces de frottement. On est opposé à la vitesse, tout comme une force de frottement fluide est opposée à la vitesse instantanée. Ici, le moment est bien ici proportionnel à la vitesse angulaire de rotation. Alpha étant une constante positive. D'accord? Couple de frottement, moins alpha θ point ou moins alpha oméga. Oméga θ point, c'est la vitesse angulaire de rotation. Là, on parle de liaison pivot non parfaite. Donc, je monte un tout petit peu. Voilà, on parle alors de liaison pivot non parfaite. Voilà, liaison pivot non parfaite quand on prend en compte, voilà, les actions mécaniques de frottement tangentiel exercées par le stator sur le rotor. D'accord? Voilà. Premier cas de figure, voilà, ces frottements secs ne sont pas négligeables. Deuxième cas de figure, vous doutez bien, voilà, le cas le plus simple, le cas idéal, si les frottements secs sont négligeables, donc là, on prend bien en compte les frottements secs. Attention, ce ne sont pas des frottements fluides, ce sont des frottements secs. Hein. Action de contact, on est en contact. D'accord? On est au contact entre le rotor et le stator. Action de contact tangentiel. Si les frottements cette fois-ci sont négligeables, la liaison pivot est qualifiée de parfaite. Voilà, ça vous avez peut-être déjà entendu parler. D'accord? Liaison pivot parfaite. De roulement en bille également, vous avez sûrement entendu également parler de roulement en bille. La liaison pivot, ici, est qualifiée de parfaite, idéale. D'accord? Parfaite, idéale. Voilà. Donc dans l'énoncé, si vous repérez dans le sujet de TD, pardon, une liaison pivot parfaite, voilà, c'est-à-dire que le moment par rapport à l'axe delta des actions de contact exercées par le stator sur le rotor est nul. D'accord? Donc là, c'est-à-dire que là on peut noter directement, voilà, dans ce cas-là, gamma égale à 0 pour une liaison pivot parfaite. Alors moi je note gamma dans le cours, hein, si dans le sujet il note autrement, vous vous adaptez aux notations. Hein, d'accord? Voilà. Alors, ayez bien en tête, hein, ici, c'est bien ici le moment, hein, le gamma, on va le noter une dernière fois, d'accord? On le note une dernière fois, c'est le moment par rapport à l'axe delta des actions de contact, ici, voilà, tangentielle. Parce que
le radial ici est nul, exercé par le stator sur le rotor. Bon, après on notera gamma, d'accord, égal 0 pour liaison pivot parfaite. Là dans le cours, c'est pour bien avoir en fait les actions de contact, hein, un moment nul ici par rapport à delta. Donc, d'accord, action de contact exercée évidemment par le stator sur le rotor. D'accord. Voilà pour cette partie. Ce qui m'intéresse maintenant, donc A, B, C, D, c'est de faire une application quand même. À la suite, un petit exo pour couper un peu ce cours qui est assez dense au début en mécanique hein, du solide. D'accord, je vous l'accorde. Une application. Allez, on va se poser un peu, prendre le temps de réfléchir. Alors, on va considérer un système, un solide, hein, on est bien, donc là, plus de point matériel, je vous rappelle, hein, le seul point matériel à rigueur, c'est le centre de masse qu'on va considérer. Mais là, le système, on va prendre un solide S, alors toujours indéformable, d'accord, rappel, hein, modélisé par un ensemble de grands points matériels, situés à distance constante les uns des autres. Donc ici, système solide S indéformable. Ici, donc on va prendre un disque. Voilà, ici on prend un disque. De centre de masse G. Voilà. En rotation autour de l'axe fixe orienté delta. En rotation autour de l'axe fixe orienté delta. Bon. Alors, qu'est-ce que cela donne? Cela donne, ici on va prendre un disque. Voilà. Tac. Ouais. Bon. Ça ira. D'accord. Pour ici le disque. Ce qu'il faut, ici dans cet exo, on va faire ça dans cet exo. On va faire passer l'axe de rotation par le point G. On va faire ça. Voilà. Ça c'est très important de le voir. Donc l'axe delta. Voilà. Donc c'est l'axe de rotation. D'accord. Orienté par son vecteur unitaire delta. Et là, sur le schéma, hein, je dis pas en dessous, mais sur le schéma, on voit très bien que voilà, le disque ici, hein, donc ça c'est le solide S, voilà, il est en rotation autour de l'axe delta, d'accord, donc là on n'a pas fixé de sens de rotation, mais on peut ici le fixer par exemple comme ceci, d'accord, ici, vous voyez, donc ça c'est par rapport à la condition initiale, le sens ici de rotation. Là, il faut bien voir que l'axe de rotation delta passe par le centre de masse G. Donc ça, c'est important pour la suite, on verra après. On va préciser la condition initiale. Condition initiale. Alors, le disque est supposé immobile. D'accord. Ici, hein, en condition initiale, immobile. Et à t égale 0, vous voyez, on impose une vitesse angulaire initiale. Voilà. Donc, ici de l'immobilité, on impose, voilà, à t égale 0, une vitesse angulaire initiale oméga 0, voilà, strictement positive. Et là, la question est de savoir quelle est l'évolution temporelle de la vitesse angulaire. Voilà. Donc on vous demande de déterminer, voilà, oméga de t, ou θ point. Voilà. Donc on a un disque de centre masse G en rotation autour de l'axe fixe delta, fixe orienté par E delta, sachant que cet axe passe par le centre de masse. D'accord? Donc là, deux cas, on va traiter les deux cas de figure. Deux cas, à savoir, dans le cas premier temps, liaison pivot parfaite. Ouais. Ici, d'accord, liaison pivot parfaite. Donc il y a les actions de contact du stator sur le rotor, ici, comme on a vu précédemment, sont égales à 0. Ça, on vous dira, hein, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des actions de contact ici, hein, au niveau du centre de masse G, entre l'axe de rotation et le solide S en rotation. Donc en fait, il y a des actions de contact, d'accord, tangentielle et radiale, et en fait, les radiales sont nulles, donc les actions de contact tangentielle ici, d'accord, au niveau du contact entre l'axe et le solide S. Et ces actions de contact ici tangentielles vont donner lieu ici à un couple résistant, un couple frottement dans le cadre d'une liaison pivot non parfaite. D'accord? Donc là, ce qu'il faut, c'est effectuer, donc système, le référentiel ici, terrestre supposé galiléen. Ce qu'il faut, c'est effectuer non plus un bilan des forces. Vous voyez, ça, on ne l'a pas encore fait. Ah ouais, on ne l'a pas encore fait. Donc c'est une nouveauté pour vous aujourd'hui. Voilà.
on va plus effectuer de bilan des forces, parce que les forces, en fait, on va toujours les compléter par leur moment, par des couples, d'accord? Donc là, ce qu'il faut, c'est faire un bilan des actions mécaniques extérieures. Donc ça, c'est la nouveauté, d'accord? En mécanique du solide, on fait un bilan des actions mécaniques extérieures. Voilà. Bilan des actions mécaniques extérieures. Et ça, je suis certain que ça vous fait rire. Enfin, ça m'a bien fait rire l'année dernière. Donc là, en abréviation, ça fait B, A, M, E. D'accord? Donc on fait un BAM. BAM, bilan des actions mécaniques extérieures, au lieu du traditionnel bilan des forces. D'accord? Alors pourquoi bilan des actions mécaniques extérieures? Puisqu'on va prendre la première action mécanique, c'est le poids. Ouais, le poids, ici, du solide, vous savez que le poids s'applique au centre de masse G. Bien, le poids s'applique au centre de masse G, et on va tout de suite donner son moment. Et de moment scalaire et de moment résultant. Le moment résultant par rapport à l'axe de rotation delta. Donc on va donner son moment scalaire, le moment par rapport à l'axe delta. Donc le moment par rapport à delta ici du poids. Alors par définition c'est quoi? C'est voilà ici OG, OG, d'accord, vectoriel M, alors c'est pas n'importe quel M, c'est la masse du solide, mg, d'accord, scalaire delta. D'accord, scalaire delta, c'est un produit scalaire entre ce premier vecteur-là et ce vecteur unitaire E delta. D'accord, là on aurait pu le voir tout de suite, hein, mais lorsque je fais l'expression littérale, mais là on voit très bien que le poids s'applique en G. Ah, donc les vecteurs OG et ici poids sont collinaires. Donc en fait, en effet, ici j'ai un produit vectoriel qui me donne ici un vecteur nul. Conclusion, le moment scalaire est bien égal à 0. D'accord? Il n'y a pas de problème, hein, là on le voit. Ici, hein, le poids P est confondu avec l'axe de rotation delta. D'accord? Donc c'est le cas, ça il faut le voir tout de suite. Hein. Dès lors que l'axe de rotation passe par le centre de masse d'un solide, d'accord? Oh, pardon. Donc le moment par rapport à delta sera nul. Hein. Le moment par rapport à delta du poids est nul, puisque le poids forcément s'applique en G. Et si l'axe passe par G, il n'y a aucune ambiguïté. D'accord? Voilà. Pas de frottement fluide. Donc pas de frottement fluide. Voilà. Donc action mécanique exercée par l'air sur le solide, en supposant une vitesse angulaire de rotation suffisamment faible pour négliger les frottements fluides. Et on va supposer, là, il ne faudra pas oublier dans le bilan des actions mécaniques extérieures, donc votre BAM, c'est la liaison pivot parfaite dans un premier temps. Voilà, donc une liaison pivot parfaite dans un premier temps. D'accord? Donc je vous dis, même s'il n'y a plus officiellement stator-rotor, on vous parlera toujours de liaison pivot parfaite. Ici, en ce point. D'accord? C'est-à-dire qu'ici, on avait noté dans le cours gamma égale à 0. Voilà, donc là, le bilan des actions mécaniques extérieures, il est complet. On peut réécrire le théorème du moment cinétique scalaire. D'accord? C'est bon. Donc on y va. Ici, après, on va écrire le théorème du moment cinétique scalaire. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, lui? Il nous dit que, je vous rappelle, que la dérivée temporelle, voilà, du moment cinétique du solide S indéformable, ben ça c'est J delta θ point point. J delta θ point point. Et ça, dans le membre de droite, on retrouve la somme sur I des moments scalaires, ici des forces extérieures. Alors force extérieure et couple, hein. Donc somme des moments et somme des couples. D'accord? Voilà, ça c'était MC scalaire. Ici, on a quoi? Le moment du poids est nul, pas de frottement fluide, disons pivot parfaite. Bah ici c'est très simple. Qu'est-ce qu'on aura? On aura J delta θ point point, membre de gauche. Et à droite, j'aurai 0 plus 0 plus 0, ça donne 0. Voilà, donc J delta θ point point égale à 0. Avec J delta différent de 0, la seule possibilité, c'est d'avoir une accélération angulaire θ point point égale à 0 à tout instant. D'accord? C'est-à-dire que voilà, qu'on intègre, on aura θ point égale une constante K1. D'accord?
Là, pour déterminer qu'un, il faut la donnée ici de la vitesse angulaire AT égale à 0. D'accord, c'est oméga 0. Voilà, on en déduit finalement. Vous voyez, dans le cas très simple, hein, ici, on en déduit que K1 égale oméga 0, c'est-à-dire que la vitesse angulaire de rotation, elle est constante et elle vaut oméga 0. D'accord. Rappelez-vous, on avait mis en remarque après l'énoncé du théorème du moment cyclique scalaire. Rappelez-vous aussi le membre de droite est nul. Attention, l'axe angulaire est nul et donc la vitesse angulaire de rotation est constante. On retrouve ce cas de figure ici. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est-à-dire que finalement le disque, voilà, ne frotte pas sur l'axe. On va l'écrire quand même. Hein. Le disque ne frotte pas sur l'axe delta, sachant que l'axe delta passe par le point G, et conserve donc une vitesse angulaire constante. Voilà, c'est ça que ça veut dire concrètement, pour ceux qui auraient encore du mal à rendre concret cet exemple. D'accord. Attention, on est en cas particulier où, regardez le schéma, voilà, l'axe de rotation passe par le point G, et le cas d'une liaison pivot parfaite. Ouais, bon, forcément, on ne va pas toujours étudier le cas très simple d'une liaison pivot parfaite. On va prendre le cas d'une liaison pivot non parfaite. Bah oui, quand même, pour s'amuser un tout petit peu. Liaison pivot ici non parfaite. Bah dans ce cas-là, ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, l'énoncé va vous probablement, très probablement, vous donner le couple de frottement. Dire que là, le stateur, je vous rappelle, exerce sur le rotor des forces de frottement tangentielles. Des forces de frottement tangentielles. C'est-à-dire, ici, un couple de frottement. Voilà. Donc ça c'est le moment résultant du couple. Ici, le couple de frottement. Donc on va reprendre ce qu'on a dit tout à l'heure. Gamma égale moins alpha, θ point, avec alpha strictement positif. Un modèle qui est linéaire, qui est proportionnel à la vitesse angulaire de rotation. On réécrit. Dans ce cas, je remonte le théorème du moment cinétique scalaire. Et il nous dit quoi? Il nous dit que cette fois-ci, J delta θ point point n'est plus égal à 0, mais égal à moins alpha θ point. Ouais. Bon, nous on veut obtenir l'expression de oméga. Oméga c'est θ point, donc je peux passer en oméga. À gauche, j'ai J delta θ point point, c'est la dérivée temporelle d'oméga. Ok. Le moins alpha θ point, c'est moins alpha oméga, que je fais passer à gauche. Plus alpha oméga de t, égale à 0. Terminé. Alors, terminé. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est presque terminé. On peut, ici, diviser par alpha non nul les deux membres de l'équation. Pour avoir J delta sur alpha, d oméga sur dt, plus oméga de t, égale à 0. Bon. Ça c'est facile. Hein. Ça c'est quoi? Une équation différentielle linéaire d'ordre 1, d'accord, avec ici un temps caractéristique, ici la constante de temps, tau, ouais, tau. Tau c'est quoi? Alors cette possibilité, regardez, d oméga sur dt, oméga, tau c'est ce qui est devant la dérivée première, donc tau c'est j delta sur alpha, d'accord, la constante de temps, du problème, crochet tau égale à t, donc c'est tau égale j delta sur alpha, constante de temps. Voilà. Bon, la solution, bon c'est facile, hein. Par linéarité. Par linéarité. Ici, qu'est-ce que l'on a? Bon, on a ici une solution particulière qui est nulle. Voilà. Donc, à tout instant, solution particulière plus solution de l'équation homogène associée. D'accord.
Ici, la solution particulière, hop, elle est nulle. Solution de l'équation homogène associée, c'est, attention, c'est du A exponentielle moins t sur taux. D'accord? Et je vous rappelle que à t égale 0, la vitesse angulaire vaut oméga 0. C'est-à-dire que A vaut oméga 0. Voilà. D'où l'expression ici de la vitesse angulaire de rotation à tout instant de la forme oméga 0 exponentielle moins t sur taux. Voilà. Voilà. Bon, ça va vous faire penser à au régime libre, hein, de la circuit RC. Donc c'est la décharge d'un condensateur. D'ailleurs, hein, si on veut pousser un peu plus loin l'analogie, on peut faire apparaître ici, voilà, directement l'évolution temporelle de la vitesse angulaire de rotation. Rappelez-vous, souvenir. À t égale à 0, la vitesse angulaire de rotation vaut oméga 0. Avant cet instant pris comme homogénéité de temps, la vitesse angulaire initiale, est nulle. À l'infini, en plus l'infini, ça tend vers 0. D'accord, ça tend vers 0. Et il y a une décroissance exponentielle. Voilà. Décroissance exponentielle. Alors, pour rappel, hein, tout dépend du cahier des charges. 1% près, 5% près. D'accord. Là, on va se placer à 4,6 taux, par exemple. Ça, c'est la fin du régime transitoire, à 4,6 taux. On aura un régime permanent. Ici, un régime transitoire, un régime permanent. D'accord. Et rappelez-vous, pour trouver le taux graphiquement, la tangente à l'origine, ici, hein, coupe l'asymptote, oméga ici égale à 0, en t égale à taux. Donc là, j'ai taux, qui de mémoire, ouais, c'était J sur alpha. Voilà. D'évolution temporelle. Donc là, au contraire, ici, le disque frotte sur l'axe. Le disque frotte sur l'axe delta, d'accord, et finit, voilà, par s'arrêter, on va dire, au bout de 4,6 taux. D'accord, là ça frotte sur l'axe, et évidemment, la rotation cesse, et le disque finit par s'arrêter au bout d'un instant, on va dire, d'un instant t égale 4,6 taux, pardon. D'accord? Voilà pour cette première ce premier paragraphe en fait. Là c'est vraiment le premier paragraphe. La première partie qui est en fait l'introduction en fait, hein, plus ou moins à la mécanique du solide. Bon là vous avez toutes les bases. Ensuite, ce qu'il nous reste à étudier, c'est deux systèmes concrets appliqués. C'est-à-dire que là on va appliquer tout ce qu'on a vu. Tout ce qu'on a vu c'est quoi? C'est le théorème du moment cyclique scalaire, la liaison pivot. D'accord, pour étudier deux montages. Le pendule pesant, d'accord, qui est en fait l'équivalent du pendule simple en mécanique solide. Le pendule de torsion, deuxième montage. Donc lui, pendule de torsion très important d'un point historique. Il a permis d'estimer la constante de gravitation universelle. Et une fois qu'on aura étudié ces deux montages, on pourra passer aux aspects énergétiques de la mécanique du solide, donc voir en quoi les théorèmes énergétiques, comment vont s'écrire les théorèmes énergétiques pour étudier la rotation d'un solide autour d'un axe fixe. D'accord? Donc là aujourd'hui on va juste continuer ce cours, on va entamer ce deuxième paragraphe, on va étudier le pendule pesant. D'accord? Donc on fera juste l'étude théorique, hein, il n'y a pas de démarche expérimentale aujourd'hui, vous doutez bien, il n'y aura pas le TP correspondant non plus. Et malheureusement, il n'y aura pas non plus l'approche numérique associée, d'accord, parce que c'est l'occasion de faire une approche numérique avec la méthode de l'air vectorielle, d'accord. On va se contenter d'une étude descriptive et théorique, d'accord, voilà. Donc on y va, c'est le grand 2, ouais. Étude du pendule pesant, voilà, étude du pendule pesant, voilà. Donc pareil, ça habituellement, c'est un sujet classique d'interro en 10 minutes, hein, où il faut poser des équations hein, pour retrouver l'équation différentielle du mouvement. D'accord? Alors j'ai l'habitude de mettre schéma du montage. Bon, j'aurais pas de montage à vous proposer, mais on va quand même le faire. D'accord? Éventuellement, hein, s'il y a une reprise éventuelle des cours, on va dire fin mai, voire même en juin, on pourrait éventuellement faire le TP. D'accord? Ça, j'en doute. Alors, définition. Alors, c'est quoi un pendule pesant? En fait, c'est un solide indéformable. D'accord? Alors, c'est un solide, vous allez voir en TP, c'est ce qu'on appelle souvent le TP
patate, parce que le solide S a la forme d'une patate. Alors attention, c'est une patate ici dans un plan, d'accord, une patate qui est en rotation autour d'un axe, d'accord. La seule condition, il faut que cette patate soit en rotation autour d'un axe qui ne passe pas par son centre de masse, d'accord. Donc c'est un solide de forme quelconque. Ce qu'il faut, c'est que sa rotation, d'accord, autour de l'axe delta, d'accord, cet axe delta ne passe pas par le centre G. Donc en fait, il faut absolument, pour un pendule pesant, je retrouve ma fiche de cours. Voilà, pour le pendule pesant, il faut absolument éviter ça. Pendule pesant, il faut éviter cette configuration où l'axe delta passe par le point G. Le pendule pesant, voilà, on va le noter. Donc ici, définition, un pendule pesant. Alors c'est quoi? C'est un solide indéformable S. Donc un solide indéformable S. En rotation autour, donc le plus important est à la fin, autour d'un axe fixe delta. Donc pour l'instant on retrouve voilà, les mêmes conditions que présentement d'un solide indéformable, rotation autour d'un axe fixe orienté par delta. Le plus important vient, l'axe fixe ne passant pas par son centre de masse G. Voilà, ça c'est le plus important. Voilà. Alors, le schéma, on y va, on va représenter ici schématiquement, je vais passer schématiquement, ici le pendule pesant. Donc, tout comme un pendule simple, on va se baser sur ici la base cartésienne. Et je vais reprendre comme pendule simple un axe OX vertical descendant. J'avais pris un Y comme ceci, EY. D'accord. Et, je ne vais pas anticiper, mais c'est pas grave. Je vais le faire ici, voilà. Donc cette forme, vous voyez, je vais prendre une forme comme ceci. Voilà, je fais ça. Tac, tac, tac. Et voilà. D'accord. Pour vraiment représenter quelque chose, vous voyez, vraiment de tout à fait quelconque. Solide S indéformable. Donc ça, c'est bon, voilà. Voilà. Ça, c'est le pendule pesant. D'accord. Un solide S indéformable en rotation. Alors, je vais préciser tout de suite, attention. Le centre, le point G, je vais le mettre là. Le point G, on le met là. On met le point G. L'axe de rotation. Alors, l'axe de rotation, ici, c'est E delta. Le pendule pesant, vous voyez, c'est en rotation autour d'un axe. En fait, c'est l'axe EZ, qui est sur la règle de la main droite et perpendiculaire au plan de la feuille, dirigé vers vous. En fait, ce sera E delta. Donc, EZ égale E delta. E delta, vous voyez, tout le monde voit, E delta, je le mets là. E delta, il est là. Tout de suite, quand j'ai l'axe, comme pour les moments des forces et moments cinétiques, dès que j'ai l'axe de rotation, vous voyez, je vais préciser la convention de rotation. Je vais enrouler ici la main droite de telle sorte à ce que le pouce soit vertical ascendant, qui sort du plan de la feuille. Donc en fait, le seul moyen de faire, c'est qu'en main droite, je prends ma main droite, j'enroule ma main comme ceci, d'accord. Dans le sens, si j'enroule les doigts de ma main droite dans le sens trigonométrique, le pouce sort du plan de la feuille. Donc là, j'ai ma convention de rotation positive, comme ceci. D'accord, rappelez-vous ici l'étude des moments des forces. Bon, voilà, donc là c'est mon pendule pesant. Et on vérifie bien que, voilà, l'axe de rotation delta, qui est vertical ici, enfin perpendiculaire au point de la feuille, d'accord, ne passe pas par le point G. Donc là c'est bon. Maintenant, il faut repérer ici la position du solide S indéformable. Alors comment repérer? C'est comme dans le TP, il faut repérer la position du centre de masse, le point G. Donc repérer la position du point G par rapport à O, c'est repérer, c'est obtenir le vecteur position OG. Et en fait, on va noter la distance de O à G égale à A. Donc en fait, on repère voilà, le centre de masse. On va noter A, vous voyez, la distance OG. Tout comme, rappelez-vous, le pendule simple, donc un pendule simple de longueur L constante, au bout duquel on va attacher une masse supposée ponctuelle, longueur L fixe, là on a une distance A constante entre A et G. Et surtout, en fait, on va repérer la position angulaire de son pendule pesant. Comment va-t-on faire? On va introduire un angle. Cet angle, regardez, tout comme le pendule simple, vous voyez l'angle, voilà, θ de t, il est ici. C'est l'angle entre le vecteur unitaire EX et le vecteur OG. D'accord? Voilà. Donc, ici, on va noter à côté, on repère la position
du solide S indéformable par l'angle orienté, θ, l'angle orienté, ici, voilà, entre les vecteurs unitaires EX, OG. D'accord? Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on n'oublie pas? Ah oui, un solide S est caractérisé par son moment d'inertie. Ouais, on note, pardon, J delta, le moment d'inertie. Donc il y a une grandeur scalaire positive, somme sur I de MI R I carré, c'est J delta, c'est le moment d'inertie du solide S par rapport à l'axe ici de rotation, ici, delta. Bon. On y va. Donc là, c'est le schéma du montage. Hein. Et d'ailleurs, en TP, ce pendule pesant, vous allez voir, d'accord, ressemblera à cette forme-là. C'est une forme plane, hein, c'est plan. D'accord, ça a cette forme-là. Et première étape, c'était d'abord déterminer la position du centre de masse. Et après, vous avez repéré le point G, c'est grâce à un logiciel de pointé, déterminer hein, ici directement les positions ici angulaires. D'accord, θ2, c'est la position angulaire par rapport à la verticale descendante. Ce qu'il nous faut, c'est l'équation du mouvement. Ouais. Donc, question classique. Voilà, pendule pesant, quelle est l'équation différentielle du mouvement? Bon, c'est pas très compliqué, on y va. Deuxième temps. Alors, équation ici du mouvement. Alors, on va prendre ici, voilà, le système étude G. C'est le solide S. Il est indéformable. Donc, c'est pendule pesant. En rotation autour de l'axe fixe delta. L'étude est menée dans le référentiel terrestre supposé galiléen. Et là, rappelez-vous, attention, pas de bilan des forces ici, mais un bilan des actions mécaniques extérieures. Et un BAM. Alors, pareil, on va reprendre la même rédaction que tout à l'heure sur le disque. Hein, j'essaie de la reprendre, elle est où? Elle est là. Ouais. Donc le poids, pareil, le poids s'applique en G. D'accord, toujours la même chose. Le poids s'applique au centre de masse G. S'applique au centre de masse G. D'accord, voilà. Et de moment résultant et de moment résultant par rapport à l'axe delta, donc à l'axe de rotation delta. Alors ici, ce que je vais faire, on voit que le moment est non nul. En effet, le poids il est où? Il est où le poids? Le poids il est là. Tac. S'applique en G, vertical descendant. Pourquoi je ne l'ai pas mis? Ici, champ de pesanteur terrestre supposé uniforme. Ouais. Bon, question classique. Hein. Moment du poids par rapport à l'axe delta, sachant que le poids s'applique en G. Bon, bras de levier, non? Allez, bras de levier, on est bien comme une force qui est perpendiculaire à l'axe de rotation. Alors, bah c'est une bonne révision. Parce qu'en fait, ici, le moment du poids, voilà. Rappelez-vous, il y a le plus ou moins. Plus ou moins, parce qu'on fixe le signe, on prend la valeur absolue. Hein. Plus ou moins, le bras de levier D, je peux prendre D, je pense, je regarde, D, fois la norme. Voilà. Rappelez-vous cette relation, le moment scalaire d'une force, plus ou moins bras de levier, fois la norme du poids. Alors, ce qui m'intéresse, c'est évidemment D égale, c'est le bras de levier, ici, c'est le bras de levier directement du poids s'appliquant en G. Bras de levier du poids s'appliquant en G. Alors ce bras de levier, j'espère que vous vous rappelez comment était un bras de levier. On y va, on prend ici la configuration. Qu'est-ce qu'il faut faire? Première étape, je vais
faire apparaître la droite d'action du poids. On y va. Je prolonge, voilà, la droite, passant par G et on pour support le poids. Ça, c'est la droite d'action du poids. Ok. Ensuite, qu'est-ce que vous devez faire? Rappelez-vous, vous devez effectuer un projeté orthogonal. Et ouais, vous allez projeter O sur la droite d'action. Et bien, le projeté orthogonal, il est évident. Où est ce projeté orthogonal? Il est là. Là, j'ai un angle droit. Et là, on va noter H. OGH, voilà. H est le projeté orthogonal du point O sur la droite d'action. Mon bras de levier, il est où? Il est là. Ça, c'est le bras de levier du poids s'exerçant en G. Donc là, j'ai D, bras de levier. Donc je peux noter que D égale au H. D égale au H, pardon, vous voyez pas. D égale au H. Mais au H égale à quoi? Ah, j'ai une forme de rectangle. Ok. Au H, il est ici également. Hein. Bras de levier, je l'ai aussi ici. Hein. Bon, ça c'est quoi? Bon, c'est du sin θ. Ouais, c'est du A sin θ. Très bien. Donc on aura D égale au H égale A sin θ. Positif et le bras de levier. Voilà, ça c'est le bras de levier du poids s'appliquant en G. Maintenant, le signe, il faut choisir le signe. Alors, on regarde le schéma. C'est-à-dire, il faut comparer la rotation effective de solide soumis à son propre poids avec la convention de rotation adoptée. Bon, lorsque je tire sur le poids verticalement comme ceci, lorsque je tire sur le vecteur force, on va dire, de façon imagée, le solide aura tendance à se déplacer dans le sens, voilà, dans le sens horaire qui est opposé à la convention positive imposée. Donc je choisis quel signe? Je choisis le signe moins. Voilà. Conclusion, on va comme le réécrire, c'est un peu brouillon, soit, ce qu'il faut retenir, le moment du poids pour ce pendule pesant par rapport à l'axe de rotation delta, il vaut quoi? Moins, ici, alors la norme du poids c'est mg, on aura moins AMG sinus θ. Bon, on va mettre comme ça. Ça fera plaisir à certains, je pense. Moins AMG. Non? Moins AMG sinus θ. Voilà, moins AMG sinus θ. Pour le moment scalaire du poids. Bon, ok. Voilà pour le poids. D'accord? Bilan de l'action mécanique extérieure. Le poids, ici, c'est bon. Pareil, frottement fluide négligeable. Donc, frottement, pardon, fluide négligeable, d'accord? Donc supposons une vitesse angulaire ici faible. Ouais, bon, par rapport à ce que je veux faire, dans cette partie court, je veux mettre en évidence la conservation de l'énergie mécanique. Et après, je veux tracer des trajectoires de phase dans le cas idéal sans frottement. Donc là, dans cette partie de cours, dans ce cours, je vais m'affranchir de toute source de frottement. Frottement fluide négligeable et je vais supposer une liaison pivot parfaite. Ouais, d'accord, j'ai uniquement dans le cas de son cours, d'accord, on suppose un cas idéal, on néglige toute source de frottement, c'est-à-dire que la liaison pivot est parfaite. Donc là, dans le bilan des actions mécaniques extérieures, je dis que la liaison pivot est parfaite, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de couple résistant au niveau de l'axe, d'accord, au point haut, d'accord. Voilà. Je n'oublie rien, non, je peux donc poser ensuite le théorème du moment cinétique scalaire. Alors, ce théorème du moment cinétique scalaire, qu'est-ce qu'il nous dit? Pareil, forcez-vous toujours à réécrire, c'est bien de réécrire, pardon, mais je saute ici, l'énoncé, voilà. Ça c'est J delta θ point point, parce que L delta c'est J delta θ point. Somme sur I de M delta FI. Soit ici, alors ici pour regarder le bilan d'action mécanique extérieure, on aura, membre de gauche, lui on aura toujours moment d'inertie ou accélération angulaire. Dans le membre de droite, on aura quoi? Ben, le seul moment non nul, c'est celui du poids, en moins AMG sinus θ. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, on fait passer ça dans le membre de droite. On divise par J delta et demande de l'équation.
D'accord? Donc qu'est-ce que l'on aura? On va avoir, je vais relever ici, θ point point. Donc coefficient unitaire devant la dérivée de plus haut rang ici. On aura du AMG, AMG dans le membre de gauche, divisé par J delta non nul. Sinus θ égale à 0. Bon, voilà, vous reconnaissez, hein, ça se profile très très bien. On pose. On pose quoi? Bon, on va poser, regardez. Ici, ce terme AMG sur J delta est forcément homogène au carré d'une pulsation. D'accord? Donc on aura oméga 0 carré égale ici AMG sur J delta, tel que on réécrive. Voilà. Équation qui vous est bien connue, bien familière. θ point point plus oméga 0 carré sinus θ égale à 0. Voilà. On retrouve quelque chose d'ultra classique. Ouais. Équation différentielle non linéaire d'ordre 2. D'accord? On retrouve la même écodif que pour un pendule simple. D'accord? Avant linéarisation. Oui, ce qu'on va linéariser. D'accord? Et là, il apparaît un coefficient oméga 0 carré. Donc oméga 0 racine de AMG sur J delta. D'accord? Bon. Ensuite, évidemment, on a ça. On a une équation différentielle qui est non linéaire. Pour la résoudre, on peut la résoudre de manière approchée, les résolutions numériques grâce à la méthode d'Euler. Mais comme c'est une équation différentielle d'ordre 2, on utilisait la méthode d'Euler vectorielle. C'est-à-dire qu'en fait, on va résoudre deux équations différentielles d'ordre 1. On va poser par exemple x égale θ, y égale θ point. On va utiliser l'approximation affine. Rappelez-vous, f de a plus h, environ égal à quoi? F de a plus h, f' de a. Ouais. Et après, dans le cœur du programme, rappelez-vous, un for coin range n-1. Vous savez le faire à une dimension, à deux dimensions, on élargit le résultat. Hein. On va faire des x.append, x crochet k plus tk plus 1 moins tk fois yk, y.append, d'accord? Mais là, il faut poser, il faut faire le TP correspond et poser les équations, d'accord? Voilà. Par contre, ce que vous savez faire, ici, hein, sans avoir fait on n'a pas encore fait le TP sur la méthode de la vectorielle, mais bon, là on va faire la résolution analytique. La résolution analytique, vous savez la faire, mais à une condition, vous le savez, il faut se placer dans le cas des faibles oscillations autour de la position d'équilibre stable. Alors ça tombe bien, regardons, la position d'équilibre stable est obtenue pour θ égale à 0. On est bien à la position d'équilibre stable, et on va donner ici hein, le fait que sinus θ équivalent à θ lorsque θ tend vers 0. Et on va retrouver quoi? On va retrouver θ point point plus oméga 0 carré θ égale à 0. C'est l'équation différentielle linéaire d'ordre 2 caractéristique d'un oscillateur harmonique. D'accord? Donc je répète, pas de résolution numérique aujourd'hui, pas de méthode d'Euler vectorielle. On va s'intéresser uniquement, de manière exceptionnelle, à la résolution analytique. D'accord? Dans le cas des faibles mouvements. Donc c'est le petit 3. Petit 3, on y va. Donc c'est la résolution analytique. Résolution analytique. Voilà. Alors, cette résolution analytique, bon, pareil, je change un peu mes feuilles un peu partout. Là, on va se placer dans le cas, pareil, toujours le même contexte, dans le cas des faibles oscillations autour de la position d'équilibre stable, θ équilibre égale à 0. Très important, ce sont des faibles oscillations autour de la position d'équilibre stable, θ égale à 0. On va dire sinus θ équivalent θ lorsque θ tend vers 0. D'accord? D'où, ici, finalement, l'équation différentielle non linéaire d'ordre 2 se linéarise en quoi? En θ point point plus oméga 0 carré θ égale à 0. Et là, vous retrouvez une équation différentielle linéaire d'ordre 2, caractéristique, voilà, de l'oscillateur harmonique. Rappelez-vous, premier chapitre de physique de l'année, oscillateur harmonique. Ouais. C'est cohérent? Oui. Pourquoi? Puisque il n'y a pas de frottement.
il n'y a pas de frottement fluide, et la liaison pivot est supposée parfaite. D'accord? Alors ça paraît, hein, solution particulière nulle, deux solutions, on note directement θ de t, d'accord? Vous connaissez A cos oméga 0t plus B sin oméga 0t. Et ça, voilà, avec, on avait posé oméga 0 racine de AMG sur J delta, d'accord? Et là, pareil, hein. Donc là, il faut connaître, hein, ici, compte tenu de, d'accord? Donc A et B, je vous rappelle, à déterminer. Compte tenu de quoi? De la position angulaire initiale. Voilà. Et la vitesse angulaire initiale. Voilà. Ici. D'accord? Bon, je ne le fais pas, c'est facile. D'accord? Voilà. Et là, on retrouve voilà, un comportement de oscillateur harmonique. D'accord? Équation différentielle linéaire d'ordre 2. Les solutions sont purement sinusoïdales. Vous voyez, hein, ici, on a quelque chose qui est purement sinusoïdal. Ça ne s'amortit pas, ça. Hein, d'accord? C'est-à-dire que c'est bien compatible avec l'absence totale de frottement. C'est-à-dire qu'au voisinage de 0, en fait, ici, pour des faibles oscillations, le pendule pesant, tout comme le pendule simple, se comporte comme un oscillateur harmonique. Mais il faut être proche de 0 et pour des faibles oscillations. Dès que s'en écarte, c'est différent. D'accord? Alors, là, c'est intéressant, expérimentalement, vous voyez, on définit une pulsation propre, oméga 0, ici, et on peut également définir la période propre. La période propre d'oscillation. Les oscillations sont purement sinusoïdales et on peut caractériser ces oscillations par une période propre. La période propre ici, c'est 2π sur oméga 0. Je vous rappelle, une inversion proportionnelle à pulsation propre. Donc 2π sur oméga 0, ça fait 2π racine de J delta sur AMG. D'accord? Voilà. Voici la période propre d'oscillation. Et ici, ce qui est important de montrer, c'est que voilà, cette période propre d'oscillation, elle est proportionnelle à la racine carrée de J delta. Donc ça, c'est pas mal pour une éventuelle régression linéaire, hein, expérimentale. Donc la période propre d'oscillation est proportionnelle à la racine carrée de J delta. Et surtout, la mesure expérimentale ici de la période propre donne accès au moment d'inertie. Voilà. Donc on vous demande d'estimer un moment d'inertie pour le pendule pesant. La mesure expérimentale de T0. Alors pareil, attention, avec incertitude de mesure, un type A, type B, d'accord, composition, etc., propagation des erreurs. Donc attention à prendre en compte tous ces paramètres-là. Rappelez-vous les TP que l'on a fait ensemble cette année. La mesure expérimentale de T0 vous donne accès au moment d'inertie. Donc pareil, moment d'inertie, d'accord, il faudra estimer l'incertitude de mesure associée. D'accord? Voilà. D'accord? Voilà pour la résolution analytique, hein, aucune nouveauté, hein, aucune difficulté d'ailleurs. D'accord? Ensuite, ce qui m'intéresse dans un quatrième temps, tout en restant dans ce modèle très simple où on négligeait tout frottement, c'est mettre en évidence l'intégrale première du mouvement. Voilà. Voilà, l'intégrale première du mouvement. Alors, la mettre en évidence de manière indirecte. Parce que vous allez me dire, oh, bah, il suffit de sommer l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. Ouais, mais ça se verra dans le prochain cours. Ça, vous ne savez pas encore exprimer les énergies cinétiques et potentielles d'un solide S indéformable en rotation autour d'un axe. Là, on va la mettre en évidence. Alors, c'est une autre façon. On l'a déjà fait ensemble plusieurs fois en TD. On part de l'équation du mouvement. Alors attention, je veux faire apparaître le fait qu'à tout instant, l'énergie cinétique de rotation et de l'énergie potentielle du solide. Alors ici, oui, l'énergie potentielle, c'est l'énergie potentielle de pesanteur. Donc je répète, je veux faire apparaître dans cette partie le fait que la somme de l'énergie cinétique de rotation et de l'énergie potentielle de pesanteur soit constante à tout instant. Et ça, c'est défini l'intégrale première du mouvement. Alors ça, on l'a déjà fait ensemble en mécanique du point, méthode générale. On part de l'équation de mouvement. Alors l'équation de mouvement ici est donnée par, non pas l'application du PFD, hein, attention, par l'application du théorème du moment cinétique scalaire. L'équation de mouvement elle est là, ici. Je vais reprendre cette équation de mouvement en fait, hein, sans passer par les... Je ne vais pas utiliser l'équation différentielle, je vais prendre ça, c'est l'équation de mouvement. Hein. J delta θ point, c'est le moment du poids par rapport à delta. Et qu'est-ce que je vais faire?
je vais multiplier par θ point les deux membres de l'équation avant d'intégrer. D'accord? Allez, on y va, on l'a déjà fait plusieurs fois ensemble. Donc, on multiplie. Donc, point méthode. D'accord? Je vais faire apparaître. Somme EC plus EP égale constante. On multiplie l'équation du mouvement. Alors, l'équation du mouvement, J delta. Ouais, bon, j'aurais pu le numéroter. Bon, c'est pas grave. Je suis lancé. Égale moins AMG sin θ. Donc, on multiplie cette équation ici par θ point. Avant d'intégrer. D'accord? Bon. Alors, on y va. Ça nous donne quoi? J delta, θ point, θ point, égale moins AMG, θ point, sin θ. Bon. Ensuite, ça passe à gauche. J delta, θ point, θ point, plus AMG, θ point, sin θ, égale à 0. D'accord? Et ça, qu'est-ce que je vais faire? Et bien ça, vous voyez, rappelez-vous, de toute façon, d'obtenir le résultat, ça, ce que tout le monde voit, c'est la dérivée temporelle de 1/2 de J delta θ point carré. C'est-à-dire que là, je vais faire apparaître ça, ce terme-là, c'est la dérivée temporelle de quoi? De 1/2 J delta θ point carré. U puissance n. N, donc 1/2 fois 2, U prime, θ point, U puissance n moins 1, θ point. Donc 1/2 fois 2 fois J delta, θ point. Et ensuite, le terme en AMG, θ point sin θ, bon, je peux sortir le AMG, mais je mets tout. D'accord, c'est un coefficient multiplicatif, un positif. Là, ça, c'est la dérivée de quoi? Attention, je dérive par rapport au temps. Ouais. Je dérive par rapport au temps. Là, j'ai une fonction θ de t, θ point de t. En fait, ça, c'est la dérivée par rapport au temps d'un cos θ. D'un moins cos θ même. D'un moins cos θ. Faites attention. Donc là, ce que j'ai mis en vert, c'est la dérivée temporelle. Je dérive par rapport au temps. Je dérive pas par rapport à θ. Dérivée temporelle de quoi? Attention, signe moins. Moins AMG cos θ de t. D'accord? Ok. J'oublie pas le moins quand je dérive par rapport au temps. Je vous rappelle, dériver par rapport au temps, c'est dériver par rapport à θ, puis dériver θ par rapport au temps, d'où le θ point. Θ point, c'est dθ sur dt. Et dériver par rapport à θ, ici, à moins cos θ, ça me retourne le sin θ. Donc ça, c'est bon. À droite, voilà. Et en fait, je ne veux pas avoir de grandeur instantanée, ce que je veux directement, regardez, j'ai la dérivée temporelle de ce terme-là, 1/2 de J θ point carré, plus la dérivée temporelle de ce terme-là égale à 0. Bon, qu'est-ce que je vais faire? Ça signifie que finalement, ici, l'opérateur dérivée temporelle étant linéaire, sa dérivée temporelle de ça plus ça égale à 0. C'est-à-dire que la somme des deux termes est constante au cours du temps. D'accord? C'est-à-dire que voilà, je viens de montrer que 1/2 de J delta θ point carré moins AMG cos θ de t, bon j'ai mis un θ de t ici, égale à une constante. Donc vous êtes bien d'accord avec moi, là ce que j'ai fait simplement, passer de là à là, j'ai groupé sous la même dérivée temporelle, 1/2 de J θ point carré moins AMG cos θ, la dérivée temporelle de ces deux termes est égale à 0, c'est-à-dire que la somme des deux termes sous la dérivée temporelle est constante. D'accord? Ben voilà, la voici l'intégrale première du mouvement. Pourquoi? 1/2 J, on a vu que J delta, c'est quoi? Dans le tableau des analogies delta, c'est l'équivalent de la masse. θ point, vitesse angulaire, analogue à une vitesse instantanée. Donc ça, c'est l'analogue en rotation de 1/2 de mv carré pour la translation. Moins mg cos θ, ça c'est moins évident. D'accord? Donc, on va peut-être l'écrire quand même. Où apparaît autant que l'énergie cinétique, bon, par analogie, je viens par analogie, là ça sera le prochain paragraphe, enfin le prochain
prochain cours, on va montrer l'énergie cinétique. En fait, c'est un demi de J θ point carré. Ça se démontre. En fait, il apparaît l'énergie cinétique du solide. Ouais, énergie cinétique du solide. Attends, vous voyez ici, je mets un S, hein, je ne mets pas un M. C'est un demi de J θ point carré. D'accord? Un demi de J θ point carré. Donc ça, c'est l'énergie cinétique de rotation du solide autour de l'axe delta. L'analogue de 1 demi de mv carré. D'accord? Donc ça, je me base sur les analogies que l'on a établies ensemble en cours. Maintenant, il apparaît également, j'avais mis une couleur vert, bon, c'est pas grave. L'énergie potentielle de pesanteur du solide S. L'énergie potentielle de pesanteur, ben là, il me faut le schéma. Ouais. Il me faut le schéma. L'énergie potentielle de pesanteur, je regarde l'axe donnant l'altitude, c'est l'axe des X. Il est vertical descendant. Donc je vais mettre un EPPS égale moins MGX. Tout le monde est d'accord? Axe OX vertical descendant. Donc l'énergie potentielle de pesanteur en moins MGX de T. Hein. D'accord? Sauf que X de T, je peux le relier à A et à θ. Pourquoi? X de T, ici, c'est A cos de θ. Ouais. Donc, on retrouve moins AMG cos θ. D'accord? D'où, qu'est-ce qu'on retrouve? Ben, on retrouve le fait que l'énergie cinétique de rotation du pendule pesant plus l'énergie potentielle de pesanteur du pendule pesant, la somme de ces deux termes, à chaque terme varie au cours du temps, la somme des deux est constante, ça définit l'énergie mécanique, et elle est constante. Constante déterminée grâce aux conditions initiales sur la position et la vitesse angulaire de rotation. Ça, c'est l'intégrale première du mouvement. D'accord? En effet, rappelez-vous, l'intégrale première du mouvement permet à l'inverse de retrouver l'équation de mouvement. Comment? En dérivant par rapport au temps. Hein, rappelez-vous. Donc là, ça permet d'avoir de recul sur l'énergétique du point matériel. Rappelez-vous, l'intégrale première du mouvement traduit la conservation de l'énergie mécanique d'un système conservatif. D'accord? C'est le cas ici. On exclut toute source de frottement. Et lorsqu'on dérive par rapport au temps l'intégrale première du mouvement, on obtient l'équation différentielle du mouvement. D'accord? Voyez, hein, tout se rejoint. Ok. Bon. Une fois qu'on a ça, alors pareil, on est dans le cas idéal, donc ça c'est bien compatible. Hein. Si hein, cette constatation est bien compatible avec le modèle étudié. Hein. Absence de tout frottement. D'accord? Bon. Et dernière partie de ce cours sur le pendule pesant, j'aimerais avec vous aborder, donc là je l'ai fait pour vous, le tracé et l'analyse du portrait de phase du pendule pesant. Ouais. On l'avait abordé pour le pendule simple, mais là on va aller au-delà. D'accord? On aura un certain nombre de discussions qui sont liées d'ailleurs à des états qu'on a vus sur les forces centrales, les états liés, les états de diffusion. D'accord? Et c'est le 5e et dernier temps, d'accord, d'études sur ce pendule pesant. C'est le tracé. Alors le tracé est fait sous Python, hein, d'accord? Tracé et analyse, d'accord, du portrait de phase. Donc ça, pareil, je vous l'enverrai, d'accord, jeudi matin. Ce document ici, tracé avec Python, qui me trace ici de belles trajectoires de phase. Alors en fait, il me faut une équation pour tracer la trajectoire de phase. Et en fait, cette équation, elle vient d'où? Elle vient de là. En fait, l'intégrale première du mouvement, ici, quand je veux tracer le portrait de phase, je vous rappelle, il me faut la donnée dans le plan de θ point en fonction de θ. Et bien cette équation-là me donne θ point en fonction de θ. D'accord? Donc on va le noter ici. L'intégrale première du mouvement, l'intégrale
première du mouvement, à savoir 1 demi J delta θ point carré moins AMG cos θ de t. Alors c'est une constante. Cette constante, on va noter E0. Elle est aux conditions initiales. Cette intégrale promet de mouvement. Donc la seule différence, c'est que je note E0, la constante dans le monde de droite, permet d'établir la relation θ point en fonction de θ. Donc la relation θ point en fonction de θ, afin de tracer la trajectoire de phase. Je vais remonter un peu. Afin de tracer la trajectoire de phase correspondant aux conditions initiales données, évidemment, portant sur position angulaire et vitesse angulaire. En fait, une fois qu'on a θ0, θ.0, en fait, on a E0. Oui, vous avez θ.0 et θ0, vous avez la constante E0. Ça permettra de déterminer. E0 n'est pas une inconnue, au contraire, elle est connue grâce aux conditions initiales. D'accord? Donc, c'est-à-dire la valeur de E0, je note quand même. D'accord? Donc là, je vous propose un tracé sous Python. D'accord? Donc tracé sous Python. En fait, c'est la suite. Le tracé, finalement, des trajectoires de phase, c'est la suite de la résolution numérique approchée de l'équation différentielle non linéaire d'ordre 2, θ point point plus oméga 0 carré sin θ égale 0. C'est la suite, en fait. À partir des listes, en position vitesse angulaire initiale, vous avez les solutions numériques approchées, vous tracez θ point en fonction de θ, pour différentes valeurs de θ, position angulaire initiale, voilà, vous avez directement les différentes trajectoires de phase qui vont apparaître. Donc, tracé sous Python, ici, pour des trajectoires de phase, pardon. Pour des valeurs croissantes, ici, de θ. Initial, θ 0. D'accord? C'est-à-dire qu'on va de plus en plus écarter le pendule pesant de la position d'équilibre stable et on va tracer l'allure des trajectoires de phase, d'accord? Pour, attention, c'est pas un pendule simple, c'est un solide en rotation autour d'un axe fixe, d'accord? Alors, ça pareil, je vais vous le donner, donc ça se trace assez simplement, mais il faut avoir résolu l'équation différentielle via la méthode de l'aire vectorielle. Alors, ça nous donne quoi? Ça nous donne ça. Voilà. Alors, voilà, j'essaie de centrer. Oh, c'est pas mal. C'est super. Pile poil. Pile poil. Voilà. Voici les trajectoires de phase du pendule pesant. D'accord? Alors, ce qui manque, évidemment, ça se voit tout de suite sur le schéma. J'ai oublié de mettre les flèches. J'ai oublié de mettre les flèches. Rajouter les flèches ici sur le graphe. Bon. Moi, ce qui m'importe, c'est que vous soyez capable de distinguer ici, ça se voit, j'ai mis les couleurs, deux types de mouvements. Ouais. En effet, il y a une série de 3 trajectoires de phase en verte, une série de 3 en bleu et une en rouge intermédiaire. D'accord. Bon. Ce qu'il faut remarquer, alors déjà, on va placer ici θ0. θ0, d'accord, θ.0, il est là. Donc là, voilà, on place origine ici. Voilà, l'origine elle est ici, vous ne voyez peut-être pas sur la gauche, voilà. Je vous montre θ point, ici 0, θ0 il est là. Donc là, θ égale 0, c'est bien la position d'équilibre stable. D'accord? Bon. Alors bien sûr, j'ai complété, j'ai fait ici jusqu'à 0, ici 2 pi, un tour complet. Bon. Ce qu'on remarque, c'est que pour les 3 premières valeurs d'énergie, en fait, pour les 3 premières valeurs de position et de vitesse angulaire initiale, donc des valeurs de θ0 croissantes, 1, 2, 3, d'accord, on remarque que les trajectoires de phase en verte, elles sont fermées. Ouais. Elles sont fermées, contrairement à celles en bleu, où les trajectoires de phase sont ouvertes. D'accord? Trajectoire de phase fermée, rappelez-vous, le mouvement, il est périodique. Donc, trajectoire de phase en verte, elles sont fermées. D'accord? Elles sont fermées autour de la position d'équilibre stable, θ égale 0. D'accord? C'est-à-dire que là, on aura des mouvements qui seront périodiques, oscillants et purement sinusoïdales, une
uniquement dans le cas des faibles oscillations autour de la position d'équilibre stable. Et qu'il faut vraiment avoir l'allure d'un cercle ici, hein, d'accord. Alors non, non, ici je suis pas normalisé, donc non, j'ai rien dit. En fait, il faut vraiment être au voisinage de θ égale 0 pour avoir ici une solution qui sera purement harmonique, purement sinusoïdale, d'accord. Dans les trois cas-là, en fait, le mouvement sera oscillatoire, d'accord, il sera périodique, d'accord, mais purement sinusoïdal uniquement quand on est proche de 0. Si ça en écarte trop, d'accord, ça ne sera plus purement sinusoïdal. Ok. Bon. Ça, ce sont ce qu'on appelle les mouvements pendulaires. Bah, c'est le cas typique, hein, si on n'écarte pas trop le pendule pesant initialement, si en plus il n'y a pas de frottement, voilà, on aura une évolution qui sera périodique et on aura un état qui est lié. On aura un état lié. D'accord. À comparer ces trajectoires de phase en bleu, là où les trajectoires de phase sont ouvertes, on parle d'état de diffusion. Et en fait, remarquez que dans ce type de mouvement, θ point est toujours différent de 0. C'est-à-dire que la vitesse ne s'annule jamais. Il n'y a pas de frottement. D'accord. Aussi bien là que la vitesse ne s'annule jamais. Alors que là, bien évidemment, on passe par des points où la vitesse s'annule. Hein. Ici, en vert, des points où la vitesse θ point s'annule. Là, en bleu, la vitesse angulaire, θ point, je vous rappelle, c'est l'ordonnée ici, ne s'annule jamais pour ces états de diffusion. Et entre les deux états, entre les deux mouvements, je vous rappelle, mouvements, alors ça, ce sont des mouvements pendulaires en vert, et ça, c'est ce qu'on appelle des mouvements révolutifs. Mouvement révolutif, état de diffusion, la vitesse ne s'annule jamais. Et entre les deux, ce qui sépare les deux types de mouvements, pendulaire des révolutifs, on a ce qu'on appelle une séparatrice. Ouais. La séparatrice en rouge, regardez, on la voit nettement, et bien c'est simple, regardez, elle, en ce point remarquable, et bien là, directement, en ce point remarquable, là on est en pi radian, hein. Là on est en 3,14, on est en pi radian. Ben, en fait, la séparatrice est telle que voilà, la vitesse du pendule pesant s'annule dans la position d'équilibre instable θ égale à pi. D'accord. Et a priori, elle doit s'y arrêter. D'accord. Voilà. Donc là, ça s'arrête en θ égale pi. Donc le pendule pesant, il monte et hop, il s'arrête en haut. D'accord, en θ égale à pi. Donc là, on a la séparatrice entre les deux types de mouvements, pendulaire et révolutif. Alors bien évidemment, ça dépend évidemment ici de la position angulaire initiale, d'accord, de la vitesse angulaire et donc de l'énergie initiale que vous apportez au système. D'accord. Je vous rappelle qu'on est bien dans le cas idéal sans frottement. D'accord. Cas idéal sans frottement, on retrouve ces trajectoires ici elliptiques en vert. D'accord, mouvement pendulaire, ça vous le connaissez. Ce qui est nous pour vous, c'est la séparatrice. D'accord, où là la vitesse du pendule pesant s'annule en θ égale à pi. Et ce qui est nous pour vous, c'est ça également, les états de diffusion. D'accord, les mouvements révolutifs où la trajectoire de phase est ouverte. D'accord, ça on va le noter. Ici on le note à la suite sur les trajectoires de phase. On était arrêté ici, très bien. Donc on y va. Donc à la suite du petit 5. Voilà. Alors, comment noter ça? Bon, ouais, on y va. Alors, lors du tracé. Donc, lors du tracé du portrait de phase. Donc, portrait de phase à l'intérieur duquel on observait un certain nombre de trajectoires de phase. Du mouvement. Donc, du mouvement. Donc, lors du tracé du portrait de phase. Du mouvement d'un solide S. Voilà. En rotation. Autour d'un axe fixe delta, deux types de mouvements sont observés. Alors, les premiers sont qualifiés de pendulaires. Les mouvements pendulaires. Voilà, cela, il faut les retenir. À ces mouvements pendulaires, vous devez leur associer une trajectoire de phase fermée. Donc, pour lesquels la trajectoire de phase est fermée. Ici. Autour, donc un mouvement qui est périodique. La trajectoire de phase est fermée. Fermé autour, donc on est fermé autour de la
position d'équilibre stable, θ équilibre égale à 0. D'accord? Et on a ce qu'on appelle des états liés. Donc à cette trajectoire de phase fermée, il faut leur associer des états liés. D'accord? Et uniquement pour de faibles oscillations. D'accord? C'est comme pour le pendule simple. Hein. On va prendre ici des positions angulaires θ, on va dire inférieures à 15 degrés. Il faut vraiment que le θ soit négligeable devant 1 radian. Rappelez-vous, il faut vraiment que tu tende vers 0, que θ soit négligeable devant 1 radian. Donc on va dire une dizaine de degrés. D'accord? Dans le cadre de cette approximation. Donc uniquement pour de faibles oscillations ici autour. Donc θ ec égale à 0. D'accord? Le mouvement est purement sinusoïdal, donc harmonique, hein, décrit par l'équation ici, donc CF petit 3. Petit 3, résolution analytique pardon, dans le cas des faibles oscillations autour de la position d'équilibre stable. D'accord? Donc il faut ici, voilà, opposer ces mouvements pendulaires aux mouvements qualifiés de révolutifs. Voilà, les mouvements révolutifs pour lesquels, pareil, pour lesquels la trajectoire de phase ici, elle est ouverte. La trajectoire de phase, elle est ouverte. D'accord. Et ça met en évidence des états de diffusion. Et dans ce type de mouvement, on l'a vu sur le tracé numérique du mouvement, la vitesse du solide, indéformable, ici le pendule pesant, ne s'annule jamais. Je rappelle, ne s'annule jamais, on est dans un cas idéal où il n'y a pas de frottement et on apporte une énergie suffisamment importante au système pour qu'il effectue des mouvements révolutifs. Et entre les deux, entre ces deux mouvements pendulaires et révolutifs, entre les deux, ici, voilà, donc entre les deux, comment je vais dire ça, ici, entre les deux, apparaît, voilà, apparaît, ici, la séparatrice, voilà, donc il faut connaître le nom également, apparaît la séparatrice, où la vitesse, voilà, du solide, voilà, s'annule dans les positions, ou dans la position, pardon, dans la position, ici, dans la position, ici, voilà, d'équilibre instable, θ égale à pi. Position d'équilibre instable, θ égale à pi. D'accord, ça c'est la séparatrice. D'accord? Voilà, donc tout ça, bien évidemment, il faut bien mettre en relation avec le modèle étudié, le système, d'accord, le pendule pesant, d'accord, voilà, et ici, directement, une étude sans frottement. Il faut bien prendre en compte le fait que tous les frottements sont négligés, d'accord, ce qui est cohérent avec les équations différentielles obtenues, hein, d'accord, notamment celle de l'oscillateur harmonique, la conservation, pardon, la conservation d'énergie mécanique, l'intégrale première du mouvement, d'accord, et surtout la notion de trajectoire de phase, vous voyez, où ici, on est bien dans le cas où on observe de belles ellipses, et par exemple ici, mouvement révolutif, la vitesse du solide ne s'annule jamais, bien en accord avec l'absence de frottement. Et évidemment, c'est pas toujours si simple, hein, d'accord,
Si on prend en compte l'action mécanique exercée, comme on l'a vu, par le stator sur le rotor, liaison pivot non parfaite, il faut être capable, dans ce cas-là, d'obtenir l'équation différentielle du mouvement. D'accord? Et surtout, ici, de retrouver, par exemple, la puissance des forces de frottement. D'accord? Alors ça, c'est quelque chose que je propose souvent en interrogation. Je regarde, je l'ai sous la main, oui. Je regarde. Ouais. Je l'ai ici sous plusieurs versions. Par exemple, ouais, bon, je peux vous proposer le temps, je regarde le temps également, 1h35. Bon, vous voyez, ça je l'ai proposé, voilà, interrogation de cours 25. Voilà, donc la première question, vous voyez, dans cette interrogation de cours, schématiser un pendule pesant. Voilà, donc sur 2 points, voilà comme on a fait directement, voilà, l'insolide S en déformable en rotation autour d'un axe delta qui ne passe pas par le centre de masse G. D'accord? Donc vous voyez le petit d'interro, bon, voilà, donc là on va souffler un peu sur cette partie court et je vous donne ici, voilà, un prolongement possible que vous pouvez faire maintenant ou ce soir chez vous, c'est tenir compte du couple résistant des frottements secs. Ouais. Et en fait, bon, ça c'était 2 points donnés, hein, d'accord, facile. Ce qu'il fallait ensuite de la deuxième question, établir ici directement, grâce au théorème du Mans-Cyclique scalaire, l'équation différentielle sous forme canonique, et on tiendra compte des frottements exercés par le stator sur le rotor. Ici, donc c'est une liaison pivot non parfaite, d'accord. Donc là, on peut améliorer le modèle, prendre en compte les frottements secs, dont l'action mécanique sera modélisée par un couple de frottements proportionnel à la vitesse angulaire de rotation, d'accord. Donc vous voyez, la rédaction est la même. Le solide est un solide homogène déformable en rotation autour de l'axe fixe delta, référentiel terrestre supposé galiléen. Dans le bilan des actions mécaniques extérieures, ce qui change par rapport au cours, c'est la liaison pivot qui est non parfaite. Alors oui, là c'est une ancienne notation, hein, ça date un peu, ça fait 3 ans. Là le M delta, vous notez gamma. J'ai changé, je préfère noter gamma. Ne notez pas le... Ça c'est le moment par rapport à l'axe d'une liaison pivot. Ici, hein, directement non parfaite, donc ça je vais même le changer. Hop, je vais l'effacer directement, voilà. Voyons, on change de notation, hein. Voilà. Directement, noter gamma, voilà. Gamma égale moins alpha θ point. D'accord, donc je répète, noter gamma égale moins alpha θ point. Et ça modélise l'action tangentielle exercée par le stator sur le rotor. Précisons également ici alpha positif. Frottement fluide négligé est pareil, le poids. D'accord, ça pique en G, le moment résultant, valeur absolue, bon, plus ou moins, et on retrouve le moins mg sin θ ici. D'accord. Donc là, si on prend en compte ces frottements secs exercés par le stator sur le rotor, le théorème du Mans-Cyclique scalaire va se réécrire sous la forme moins mg sin θ, moins alpha θ point. Donc la seule différence par rapport, vous voyez, au cours que l'on vient de faire ensemble, ici, où j'avais simplement, dans le cas idéal, sans frottement, j'avais du j delta θ point égale moins mg sin θ. J'avais ça, sans frottement. Là, je rajoute moins alpha θ point. D'accord, voilà. Je rajoute un couple de frottement, un couple gamma négatif. Qu'est-ce que je fais? Tout ça, je fais passer à gauche. Je divise par j delta différent de 0 et regardez ce qui se profile. Oui, sur 10 points quand même, hein, j'ai mis sur 10 points. Ouais. N'oubliez pas, on va faire apparaître devant le terme de frottement en θ point le rapport oméga 0 sur Q. Donc n'oubliez pas ce qui apparaît devant θ point. C'est oméga 0 sur Q, c'est alpha sur J delta. Pour faire apparaître pulsation propre oméga 0, facteur de qualité Q. D'accord? Et ensuite, le terme devant le sin θ, ça sera oméga 0 carré. Ça, c'est oméga 0 carré. Ça, c'est oméga 0 sur Q. Ok? Et là, vous avez sous forme canonique une équation différentielle non linéaire d'ordre 2. D'accord? Voilà. Et là, d'accord, donc soit on le résout numériquement, d'accord, soit ensuite, alors je regarde s'il y a quelque chose à la suite, non. Soit ensuite on la résout dans le cadre des faibles mouvements autour de la position d'équilibre stable. Donc là, ce n'était pas le but de l'interro de cours, hein, si c'était la 25e. C'est simplement obtenir l'équation différentielle. Alors si on veut la résoudre dans le cas des faibles mouvements, vous allez linéariser un sin θ équivalent θ lorsque θ tend vers 0. D'accord? Alors faites attention pour la résoudre une telle équation différentielle. Là, on vous donne des indications. Hein. Pourquoi le signe de delta? Ouais, parce que là, vous devez écrire l'équation caractéristique, r carré, plus oméga 0 sur QR plus oméga 0 carré
ici égale à 0. Je rappelle après linéarisation. Delta égale, le signe de delta vous renseigne sur la nature des racines. D'accord? Et ensuite, voilà, là, je vous demandais, dans cette interro, je leur avais demandé, pardon, de multiplier l'équation de mouvement par θ point, retrouver ici l'expression du théorème de la puissance mécanique où apparaît la puissance des forces de frottement. D'accord? Alors, ouais, là c'est différent, évidemment, hein, par rapport au cours où là, il n'y avait pas de frottement, donc quand on multipliait l'équation de mouvement par θ point, on obtenait l'intégrale première du mouvement, je vous rappelle, hein, en fait c'est le même esprit que le cours, seule différence c'est qu'on prend en compte les frottements secs. Dans le cours, on multiplie par θ point avant d'intégrer, on obtient l'intégrale première du mouvement. Bon, facile, classique, où on fait apparaître un demi de j θ point carré, moins, donc ça c'est l'énergie cinétique de rotation. D'accord? On l'a pas noté, je crois. Ouais. Non. Je l'ai dit à l'oral plusieurs fois, mais vous l'avez peut-être noté. Moi, je note quand même. D'accord? Pour ceux qui ne l'auraient pas noté, notez-le maintenant. Énergie cinétique de rotation autour de delta. Parce que delta, c'est mon inertie par rapport à l'axe delta. Donc, je répète, hein, là, on met en nuance la conservation de l'énergie mécanique. D'accord? EC plus EP, directement, égale une constante quand il y a mis grâce aux conditions initiales. Là, c'est le cas très simple, sans frottement. Là, par contre, vous voyez, même chose. Multiplie par θ point, l'équation de mouvement, elle est ici. Donc, on aura J delta θ point point fois θ point. D'accord? Moins AMG θ point sin θ, moins alpha θ point carré. C'est ce que j'ai ici. Je vais juste passer le moins AMG θ point sin θ dans le membre de gauche. D'accord? Comme tout à l'heure, je fais apparaître les dérivées temporelles des grandeurs énergétiques associées. Ouais. Là, ça c'est quoi? Un demi de j θ point carré. Quand je dérive par rapport au temps 1 demi de j θ point carré, j'obtiens j delta θ point point θ point. Ok. Quand je dérive par rapport au temps 1 moins mg cos θ, j'obtiens plus amg θ point sin θ. On vient de le faire. Je laisse moins alpha θ point carré. Ah, ça je le laisse, hein, j'y touche surtout pas. Pourquoi? Là, il apparaît l'énergie cinétique de rotation. On retrouve l'analogue en rotation du 1 demi de mv carré. D'accord? Là, on l'a vu, ça, avec un axe OX vertical descendant, il n'y a aucune ambiguïté. On aura directement moins AMG cos θ. Quand je dérive par rapport au temps, d'accord, on retrouve bien plus AMG θ point sin θ. Je vous rappelle, dérivé par rapport au temps, c'est dérivé par rapport à θ, puis dθ sur dt, d'où le θ point. Et le moins, parce que quand on dérive un moins cos θ par rapport à θ, on obtient un plus sin θ. Et là, voilà, ça fait apparaître l'énergie potentielle de pesanteur du solide S, que je dérive par rapport au temps. Ben, c'est terminé. J'ai bien à gauche les dérivées temporelles de ECS plus EPPS. Donc c'est la dérivée temporelle de l'énergie mécanique du solide S, qui est égale à moins alpha θ point carré. Ouais. Et on retrouve bien l'influence des frottements secs. Je rajoute aussi quelque chose pour vous, frottement sec. Ici, directement, c'est moins alpha θ point carré. D'accord, ça, je laisse tel quel. Ce qui m'intéresse, c'est le signe alpha positif, et que le moins qui est devant, on a quelque chose de négatif. Et qu'au cours du temps, d'accord, l'énergie mécanique du pendule pesant diminue, c'est bien en accord avec la présence de frottement sec, donc de l'action mécanique, des actions tangentielles exercées par le stator sur le rotor via une liaison pivot non parfaite. Et en fait, le théorème de l'énergie mécanique, on le verra dans le prochain cours, il vous dit que finalement, à droite, le moins alpha θ point carré, c'est la puissance du couple des forces de frottement. Ouais, c'est la puissance du couple. La puissance du couple d'une liaison pivot non parfaite. MC pour non conservatif, hein, pour bien faire l'analogue avec le théorème de l'énergie mécanique pour un point matériel. Rappelez-vous, pour un point matériel, là je mets un point M, je mets pas un solide S, je mets un point M, et à droite, la puissance des forces non conservatives. Vous voyez déjà se profiler le théorème de la puissance mécanique ici pour un solide S indéformable. C'est qu'on a le solide S entre parenthèses ici. On a la puissance du couple ici, hein, des forces de frottement liées à la liaison pivot non parfaite. D'accord? Donc voici une application qui permet d'enrichir le cours. D'accord? Donc je laisse le temps de la reprendre. Sur le pendule pesant. Donc là, on aura fait le tour, finalement, c'est le cas de le dire,
On a fait ici le tour complet du pendule pesant, le cas sans frottement, le cas très simple. Ce qui manque juste, ça je vais voir avec M. Bosch, c'est la résolution ici numérique avec la méthode de l'air vectorielle. D'accord, mais là tout y est, d'accord, on a le cas idéal, liaison pivot parfaite, et là on prend en compte les frottements secs, donc avec liaison pivot non parfaite. Bon, je vois. Ah ouais, comme 1h45. Bon, c'est déjà. Bon, ce sera bon pour moi aujourd'hui. C'est déjà très bien, d'accord. On a quand même bien avancé. Ensuite, ce que je vais faire, c'est également vous donner la fiche de TD correspondante pour commencer à aborder les exos. Là, on peut commencer. Ouais, on peut commencer à faire des exos de mécanique du solide. Quelques exos simples, hein, tout d'abord. Et après, attaquer des extraits de le concours. Que ça tombe également au concours, la mécanique du solide. D'accord. De mémoire, la dernière, il y a quand même un sujet sur la chute des arbres, je me rappelle sur Minpon, de mémoire, il faut que je vérifie, hein. Donc voilà, il y a de quoi faire quand même. Voilà pour moi aujourd'hui. Donc prochain cours vendredi après-midi, on va attaquer le pendule de torsion ainsi que les aspects énergétiques de la mécanique du solide. Donc éventuellement, peut-être même la fin du cours, je vais voir. D'accord. Voilà pour moi aujourd'hui. Bonne matinée et à demain. Au revoir.